Ouais. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous pouvez couper vos caméras, qu'on économise un petit peu de bande passante, ou si vous voulez pas être aussi sur le film. Donc merci à tous d'être aussi nombreux. On va commencer ce webinaire par vous présenter ce que c'est la fédération TND, qui nous sommes. Vous allez voir que c'est pour un regroupement de plusieurs centres que vous connaissez déjà. On vous représentera chaque centre qui compose la fédération après. Et puis, le docteur Simao de Souza vous présentera du coup la présentation, le thème d'aujourd'hui sur les troubles du neurodéveloppement, une présentation assez générale. Et ensuite, on pourra échanger par des questions ensemble. Donc, je vais laisser la parole au professeur Feff qui va vous présenter du coup la fédération. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais brièvement vous faire une présentation de cette nouvelle organisation qu'on a mis en place au niveau de nos établissements. Effectivement, que tous les centres de référence qui s'occupent de troubles du neurodéveloppement puissent avoir un travail commun. On a donc l'un des points qu'on lance, mais vous le verrez sur les prochaines diapositives, sera entre autres effectivement c'est ce type de webinaire, parce qu'on fait depuis quelque temps chacun des réunions avec beaucoup de monde qui s'y inscrivent. Et donc, on s'est dit qu'un format effectivement plus fréquent sous la forme de webinaire autour de thématiques que vous choisirez également vous, pouvait être une bonne chose. Donc aujourd'hui, on a un nombre très important d'inscrits, puisqu'il y a eu 500 personnes à peu près qui se sont inscrites à ce webinaire. Et là, donc, un peu plus, presque déjà 200 qui sont connectés déjà à cette heure, et puis ceux qui souhaiteront le regarder à distance. Donc, on vous a fait ici un petit récap pour commencer des profils des personnes qui se sont inscrits à ces webinaires. Donc, on a 80% de professionnels, et puis après des petites proportions de proches aidants, 7%, 6% de personnes concernées, usagers, patients, et puis 5% autres. Dans les lieux d'exercice, on voit qu'on touche évidemment principalement la Bourgogne-Franche-Comté, mais qu'on a quand même 18% de personnes qui sont en dehors de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, cette fédération des troubles du neurodéveloppement, elle a été créée en 2022. Le but est vraiment d'optimiser les collaborations entre différentes structures, services ou unités de niveau 3, avec des activités qui sont principalement orientées sur des consultations d'expertise. Donc, vous verrez à la suite les différentes structures qui vont qu'on va vous présenter, avec les centres de référence. Bon, ils reviendront dessus. Je vais peut-être gagner du temps en ne rappelant pas chacune des structures que vous aurez tout à l'heure. Les objectifs, on va avoir des objectifs de coordination, de recours, expertise, formation et recherche au sein de cette fédération. Donc la coordination, c'est effectivement favoriser les points communs, tout ce qu'on peut faire en commun, porter une voix commune et s'articuler le mieux possible. Au niveau du recours, c'est de faciliter les parcours des personnes qui parfois peuvent avoir besoin d'être vues sur plusieurs centres et ne pas perdre trop de temps de passage, de refaire des dossiers partout et de pouvoir se transmettre les informations. Et puis développer des accès aux soins plus larges, dont l'éducation thérapeutique, la télémédecine, etc. Au niveau de l'expertise, c'est d'essayer de créer des outils transversaux. Beaucoup de choses peuvent être faites par les collègues, peuvent être mis à profit dans d'autres centres ou être adaptées. Pour la formation, c'est d'animer des actions de formation et de sensibilisation en présentiel, mais également avec ce nouveau format de webinaire qu'on vous propose ici et qui n'était pas encore réalisé par nos structures. Et puis d'apporter aussi des expertises croisées sur des contenus de formation. Et puis au niveau de recherche, de la recherche, de développer des projets de recherche communs. Au niveau du fonctionnement, on garde les spécificités de chacun, mais on va faire un comité de pilotage qui va être réalisé 2 fois par an, plus 2 réunions annuelles avec tous les professionnels des centres,
avec des fonctionnements au cours de cette réunion qui peuvent être on va recevoir des personnes extérieures pour éviter quelque part qu'ils aillent individuellement se présenter aux différents centres, donc tous les partenaires que l'on pourra avoir, et puis également des temps en groupe de travail. Donc, groupes de travail qui sont en général effectivement sur des aspects pour recevoir les patients, la formation, la recherche, etc. On n'a pas de moyens qui sont mis en place dans la fédération, pas de personnes là pour la coordination. C'est vraiment plutôt sur chaque équipe et ce qu'elle peut y apporter. Et on a des initiatives d'action commune qui vont vous être, les webinaires par exemple, mais également une initiative SumAccess qui va vous être présentée un petit peu plus tard. Et donc maintenant, je vais passer la parole aux présentations des différents centres, donc avec Julien Delanne, que vous avez déjà vu, qui vont vous présenter les 2 centres qui sont au sein du centre de génétique. Eh bien, rebonjour et bonjour aux nouveaux connectés. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, je suis Julien Delanne, médecin dans le service de génétique. Puis, je vais vous présenter, en gros, les centres de référence anomalies du développement et troubles du développement intellectuel de cause rare qui sont dans le service de génétique. Donc, on a un 3e centre dans le service de génétique, qui est le centre Génopsy, qui est un nouveau centre de la dernière relabellisation, donc il va être présenté un peu à part, mais c'est la même chose, on travaille tous ensemble au sein du centre de génétique. Donc pour les centres anomalies du développement et troubles du développement intellectuel, nous, on est des centres de référence et le fonctionnement des centres de référence en France, ils sont intégrés au sein de filières. Il y a 23 filières. Chaque filière prend en charge un groupe de maladies rares dedans. Et donc nous, les 2 filières, c'est la filière Handirare, qui est coordonnée du coup par le professeur Fèvre que vous avez vu. Et l'autre filière, c'est la filière déficience, dont fait partie du coup le centre de référence sur les troubles du développement intellectuel de cause rare. Il y a d'autres centres de référence dans ces filières et les centres de référence, ils ont leur action plutôt au niveau régional. C'est quoi les missions des centres de référence? Il y en a 5 principales. La première, c'est bien sûr de voir les patients. C'est la mission de recours, où on voit les patients en consultation pour aller faire le diagnostic génétique de leurs difficultés. Au sein de ces missions de recours, on a aussi une partie de suivi. On a quelques pédiatres dans le service qui peuvent faire du suivi pour certains patients. Et on fait aussi des actions d'ETP. Ensuite, on a une partie de recherche, que ce soit de la recherche clinique pour avancer sur la description des syndromes génétiques ou de la recherche fondamentale pour plus avancer sur la compréhension des maladies. Et maintenant même, on commence les essais thérapeutiques dans les maladies génétiques. Ensuite, on a une mission d'expertise où on va participer à des groupes de travail qui soient nationaux, internationaux, et on peut rédiger des guides pour aider les professionnels de santé dans la prise en charge des enfants ou des adultes qui ont des maladies rares. C'est ce qu'on appelle par exemple des PNDS. Ensuite, on a une mission d'enseignement et formation où on forme les étudiants en médecine et on peut aussi faire des interventions pour des médecins, infirmières, sages-femmes déjà diplômés. On a une partie aussi où on peut intervenir du coup pour le grand public où on participe à plusieurs événements. Et enfin, on a une mission de coordination, faire le lien avec les filières au niveau national et puis coordination au niveau régional. Et notamment, ça peut rentrer là-dedans le cadre de la fédération TND qu'on a mis en place avec nos collègues des autres centres. Le centre Défi Bourgogne, c'est le centre au sein duquel on peut proposer des bilans pluridisciplinaires pour avancer sur le diagnostic fonctionnel, donc le diagnostic du type de TND que ont les patients qui ont une maladie rare. Donc c'est un adressage médical pour pouvoir y accéder et ça s'adresse plutôt aux patients qui sont suspects, fortement suspects ou qui ont une maladie génétique avérée.
Donc ces patients, ils vont avoir une consultation avec un généticien et à partir de là, on peut prévoir du coup le bilan pluridisciplinaire où on a une réunion de concertation pluridisciplinaire commune, que ce soit pour les centres de référence en DIRAR, déficience ou génopsie. On propose aussi, pour des patients qui ont un trouble du développement intellectuel, qui auraient des profils complexes, difficiles à évaluer, éventuellement on peut discuter de voir si nous on a les outils où on peut essayer d'apporter quelque chose pour leur bilan à eux pour arriver au diagnostic fonctionnel. Comment ça se passe? Ça se passe sous forme d'hôpital de jour chez nous, sur 1 ou 2 jours, où les patients vont rencontrer, suivant les besoins, neuropsychologues, ergothérapeutes, enseignants APA, orthophonistes, etc. On se fait une synthèse en équipe et ensuite un entretien de restitution aux parents et puis on envoie les courriers aux professionnels qui suivent les enfants, jeunes adultes qu'on peut voir. L'équipe, elle est composée de plusieurs professionnels, que ce soit pédiatres, neuropédiatres, pédopsychiatres, qui sont souvent du coup à temps partiel, et une équipe paramédicale qui est aussi commune au centre Génopsie pour la plupart des gens que vous allez voir dans la prochaine présentation. Pour nous joindre, voilà les coordonnées. Je vais laisser la parole à Madame Cornaton qui va vous présenter le centre Génopsie. Bonjour à tous. Donc, du coup, moi, je suis Jenny Cornaton, je suis neuropsychologue dans le service de génétique. Et donc, je vais vous présenter le nouveau centre de référence maladies rares Génopsie, qui est du coup un centre de référence pour les troubles du comportement d'origine génétique. Au niveau des patients qu'on accueille, ça va être des patients qui viennent de la région Bourgogne-Franche-Comté principalement, mais on peut aussi recevoir des patients qui viennent de départements limitrophes. Le centre de référence Génopsie fait partie d'un réseau national, donc il y a plusieurs centres de référence et centres de compétences dans la France. L'idée, c'est qu'on reçoive plutôt des patients du territoire régional pour pouvoir avoir plus de proximité avec les partenaires de la région. Au niveau des critères d'adressage, sur Génopsie, ce sont des patients qui vont présenter au premier plan des troubles du comportement, voire des troubles psychiatriques, et qui sont porteurs d'une anomalie génétique. Donc, comme pour le centre des filles Bourgogne, une anomalie génétique qui est déjà avérée ou qui est très fortement suspectée. Au niveau de nos missions, on va déjà avoir la mission d'évaluation, donc comme Julien vous l'a expliqué, qui se fait en étroite collaboration avec le centre des filles Bourgogne. L'adressage est également médical. Chaque dossier va être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire avec les différents centres qui sont présents dans le service de génétique. Et pour les patients qui vont bénéficier d'une évaluation sur le centre Génopsie, le bilan noyau va être composé d'un entretien de vie quotidienne, d'un bilan du comportement adaptatif, d'un bilan cognitif et d'un bilan sensoriel, avec aussi une consultation pédopsychiatrique. Ensuite, on a également une synthèse pluridisciplinaire et une restitution pluridisciplinaire. On peut aussi demander des bilans ou des consultations complémentaires, notamment aux collègues qui travaillent dans le centre des filles Bourgogne. Je ne vais pas les répéter parce que Julien vous les a déjà expliquées. Au niveau de nos missions, on va aussi avoir des missions de soins, de suivi. On propose des programmes de remédiation cognitive, pour le moment en individuel, pour travailler les fonctions cognitives comme l'attention ou les fonctions de cognition sociale comme la reconnaissance des émotions. On propose aussi des programmes d'entraînement aux habiletés parentales, avec notamment la méthode Barclay pour les parents d'enfants qui ont un trouble oppositionnel avec provocation. Et puis on a pour projet de mettre en place de l'éducation thérapeutique du patient, notamment pour favoriser l'autonomisation des jeunes qui sont porteurs d'une maladie rare. Et on a aussi pour projet de monter des groupes d'habileté sociale.
On a également donc, des missions de formation au niveau universitaire, post-universitaire, que ce soit pour les filières de soins ou les patients. Et également des missions de recherche. Donc, Julien vous en a déjà un peu parlé. Au niveau Génopsie, on a notamment des recherches au niveau de l'identification des bases génétiques des troubles psychiatriques atypiques. On porte aussi un fort intérêt autour des histoires naturelles des maladies rares. Il y a aussi une recherche là qui va se mettre en place bientôt sur le vieillissement et les maladies rares à expression psychiatrique. Et du coup, on intervient beaucoup autour des essais thérapeutiques. Donc voilà, je vous laisse avec la photo de notre équipe, sachant que les professionnels du Centre Défi Bourgogne interviennent aussi dans les évaluations. Et puis je laisse la place. Ah ouais. Non, c'est moi. Alors, bonjour à tous, donc Sandrine Panier, responsable de formation au CERA Bourgogne. Donc, je vais vous présenter le CERA. Au niveau du territoire, il faut savoir qu'il y a un CERA par région. Donc, on couvre l'intégralité du territoire ex-Bourgogne. Il y a également un autre CERA en Franche-Comté. Au niveau des publics, donc j'ai envie de dire qu'on s'adresse à l'ensemble. Vous verrez après dans la diapo d'après nos missions à tous les publics, à la fois auprès des personnes avec un TSA, que ce soit de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte. On s'adresse aussi aux familles, aux aidants et associations de famille, aux professionnels, quel que soit le mode et le lieu d'exercice, aux organismes gestionnaires de structures d'accompagnement, d'accueil ou de prise en charge, d'organiser instituts de formation et à leurs étudiants, aux pouvoirs publics et aux instances régionales ou nationales. Juste vous préciser par rapport aux personnes avec un TSA, par rapport depuis le 3e plan autisme et le décret du 5 mai 2017, il faut rappeler que les centres ressources, comme les autres centres experts, sont positionnés comme des acteurs de 3e ligne et donc pour les situations et cas complexes pour le diagnostic de TSA. On y reviendra un peu plus précisément après. Donc au niveau de nos missions, on a une mission d'accueil et d'orientation. Ensuite, on a une mission d'appui au diagnostic et à l'évaluation. Dans le cadre du diagnostic, effectivement, on est sur le diagnostic dit de 3e ligne ou diagnostic dit complexe. Donc, on fait un certain nombre d'évaluations. Ensuite, on a une mission de conseil et d'expertise. On a une mission de formation. Alors, formation auprès de tous les publics, à la fois les étudiants, on peut avoir aussi les familles et les professionnels. On a une mission d'information et documentation, notamment on a un centre de ressources documentaires et il y a un site internet. Une mission d'études et de recherche, on participe à quelques études portées par d'autres acteurs et partenaires, et puis aussi une animation de réseau, avec notamment un certain nombre de réseaux qui sont à la fois sur l'ensemble du territoire, sur les différents départements, par métier. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque on vous l'annoncera tout à l'heure, mais le prochain webinaire, qui est le 25 juin, ça sera TSA, de quoi parle-t-on? Et on pourra revenir un peu plus précisément, notamment sur le CRA Bourgogne et nos missions. Ensuite, au niveau du critère d'adressage, je vous les ai mis dans cette diapositive. Là, c'est pareil, on y reviendra au mois de juin quand on vous présentera plus précisément le parcours diagnostique. Mais on a défini un certain nombre de critères d'adressage avec différentes dimensions, avec le profil clinique, le profil psychosocial et le parcours de soins est suivi. Et vous voyez dans la barre du bas, on dit que voilà, c'est soit un seul critère dans chaque dimension, ou tous les critères dans une seule dimension, mais dans les deux cas, la dernière dimension, la dimension C, ne sera pas suffisante isolément. Mais ça, on détaillera le parcours diagnostique dans le cadre du prochain webinaire en juin, qui portera exclusivement sur le TSA. Voilà. Bonjour, donc moi je suis le docteur Cotino Ricou, je suis pédiatre médecin de coordination au centre de référence des troubles du langage et des apprentissages, donc CRTLA. Donc notre centre s'adresse à toute la Bourgogne, donc aux 4 départements. Depuis
public ciblé concerne donc tout enfant présentant un trouble spécifique du langage et des apprentissages complexes. Et donc on entend par trouble spécifique du langage et des apprentissages une anomalie dans le développement cognitif de l'enfant qui est un trouble durable et fréquent, avec des répercussions sur la vie quotidienne, les apprentissages scolaires, la vie sociale et plus tard la vie professionnelle. Donc ce trouble peut toucher la lecture, l'expression écrite, le calcul, le langage oral, mais également la coordination et l'attention. Et on entend par complexe le fait qu'il s'agit d'un trouble sévère et ou multiple et ou associé à des comorbidités, pour lequel une coordination multidisciplinaire est nécessaire, puisque la complexité rend difficile le diagnostic et les prises en charge et les questions d'orientation scolaire. Donc nos critères d'adressage, pour accéder au CRTLA, il faut être adressé par un médecin de seconde ligne, donc soit les médecins spécialistes libéraux, pédiatres, pédopsychiatres, psychiatres, médecins généralistes formés à la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux, soit par les plateformes de coordination et d'orientation, soit par les structures médico-sociales ou par les réseaux tels que Pluraldis. Et il faudra avoir donc des critères de complexité. Donc, comme on a dit précédemment, un trouble sévère ou multiple ou associé à des comorbidités, et au moins un des critères suivants, donc soit une situation familiale complexe qui complique le parcours, soit un parcours chaotique, soit un désaccord entre les professionnels de deuxième ligne qui gêne la pose des diagnostics, soit une stagnation des progrès dans l'accompagnement. Donc les missions du CRTLA sont d'abord des missions d'expertise, à la fois pour l'évaluation diagnostique et pour l'élaboration d'un projet thérapeutique individuel. Et donc le patient qui est adressé au CRTLA, on vérifie d'abord qu'il relève bien de la troisième ligne, sinon on fait des propositions de réorientation. Une fois que la troisième ligne est validée ou probablement validée, on fait l'étude multidisciplinaire du dossier avec tous les éléments fournis par les parents et les professionnels. Et si ça relève bien de notre centre, on commence par un hôpital de jour de première intention où l'enfant et ses parents rencontrera la pédiatre, la pédopsychiatre et l'infirmière de coordination et souvent l'assistante sociale également pour faire un premier point complet et ensuite valider ou non le besoin d'exploration complémentaire ou alors pour réorienter vers d'autres centres de référence comme le CRA ou le centre de génétique ou les autres centres, si les bilans nous paraissent plus pertinents vers un autre centre. Et une fois qu'on a validé l'orientation et l'indication de bilan au CRTLA, on réalisera donc 2 voire 3 hôpitaux de jour d'évaluation pluridisciplinaire avec donc neuropsychologue, orthophoniste, ergothérapeute, pédopsychiatre de nouveau, pédiatre, infirmière de coordination et assistante sociale. Et à l'issue, il y aura un temps de synthèse pluridisciplinaire, puis une restitution aux parents et à l'enfant. Dans les autres missions du CRTLA, il y a la mission de formation des professionnels et l'information grand public, mais également la guidance parentale, l'accompagnement de l'enfant et la guidance des équipes professionnelles qui gravitent autour des enfants. On a également une mission de recherche clinique et qu'on va essayer de faire au maximum, mais qui est un petit peu plus difficile vu notre petit effectif de professionnels. Donc avec la fédération TND, on pense que ça va faciliter un petit peu l'accès à la recherche clinique. Donc je passe la parole à Clémence Simao de Souza. Bonjour à tous. Du coup, je prends le relais avec la lourde tâche de, en 30 minutes, vous exposer la problématique des TND. Donc évidemment, je m'en excuse d'avance, je n'ai pas pu être exhaustif, j'ai dû sélectionner quand même un petit peu de quoi je souhaitais parler. N'hésitez pas pendant la présentation à inscrire vos questions dans le chat pour qu'on puisse en échanger un petit peu à la fin. L'objectif, c'est évidemment qu'on puisse y répondre au maximum. Et donc moi, je suis un psychiatre, j'interviens donc au centre Autisme, j'interviens au service de génétique clinique dans les différents centres de maladies, centres de référence maladies rares. Et évidemment, j'interagis beaucoup avec le CRTLA aussi.
Donc parler de TND, donc comme on l'a dit, une problématique assez vaste qui sera redétaillée par la suite avec différents webinaires, mais que là je vais essayer de survoler un petit peu dans son ensemble avec, on va dire, les thématiques principales. Pourquoi parler de tout ça? Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, il y a une nouvelle stratégie nationale qui a été définie assez récemment, qui nous projette jusqu'en 2027. Et là où on partait de stratégies plutôt orientées autisme, aujourd'hui, on est quand même sur une stratégie plutôt orientée TND. Vous voyez, autisme, 10, TDAH, TDI. Donc assez large, puisque vous voyez les estimations par trouble qui vont de 1 à 2% pour l'autisme jusqu'à 8% pour les troubles 10. Avec une estimation globale de 10 à 15% de la population touchée, qui est très difficile à faire, cette estimation globale, et qui n'est pas juste une accumulation des différentes estimations, puisque comme vous le voyez, qui est noté juste après, et moi j'ai pas le mode présentateur, qui est noté juste après, ça représente plus de 50% d'associations de troubles. Donc voilà, c'est en général, on n'a pas un seul TND, il y en a plusieurs, d'où le fait que cette prévalence est plus faible que le cumul des prévalences. Un texte de recommandation aussi pour ceux qui connaissent moins bien la Haute Autorité de Santé, voilà, qui est relativement récent, qui date de 2020, donc qui permet de se référer un petit peu sur les parcours diagnostiques, sur les recommandations en termes d'accompagnement, et sur lequel je m'appuierai aussi sur certaines diapositives. J'ai retranscrit certaines des recommandations de l'HAS. Il y a d'autres recommandations qui sont plus précises selon les types de troubles. Je n'ai pas tout repris dans le détail, vous pourrez vous y référer, c'est accessible en ligne gratuitement sur Internet, évidemment. Alors, une façon de définir la problématique neurodéveloppementale, quand on parle de neurodéveloppement, on va parler des mécanismes qui guident un petit peu la façon dont le cerveau se développe, évidemment, avec un mécanisme qui touche tout le monde, c'est un processus universel, mais qui va commencer dès la vie fœtale et qui va se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Premier point fondamental, puisqu'on va regarder des éléments de la vie fœtale quand on va questionner les enjeux neurodéveloppementaux. C'est un processus qui est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en compte dans ces mécanismes-là. Et on va parler d'interface gène-environnement, interaction entre notre patrimoine génétique et notre environnement qui va venir moduler cette expression de notre patrimoine génétique. C'est un peu ce que je représente aussi sur le petit schéma de droite, vous voyez, avec les gènes, en interaction avec les neurones, avec le cerveau, le corps et le milieu social. Tous ces éléments sont importants. Puisque, par exemple, si je prends l'exemple du corps, vous savez aussi que le développement maintenant cognitif, il passe aussi par nos perceptions sensorimotrices de l'enfance, etc. Donc, on se développe au niveau cognitif aussi en passant par nos expériences corporelles, et c'est valable à tous les niveaux. Et une autre dimension qui est quand même importante quand on va parler de troubles du neurodéveloppement, c'est que dans le cas du neurodéveloppement, on parle de plasticité cérébrale aussi, c'est un petit peu cette dynamique au niveau du cerveau qui va permettre de sélectionner, de développer, on va dire, les connexions et les compétences associées. Et c'est tout l'enjeu, on y reviendra un petit peu dessus, des prises en charge précoces autour des troubles du neurodéveloppement pour s'appuyer sur cette plasticité cérébrale qui est très importante dans la petite enfance pour développer les compétences qui seraient en difficulté. Quand on parle de neurodéveloppement toujours, vous vous en doutez, on touche pas mal de domaines de compétences. On touche sur le développement du cerveau au sens large, et donc notre cerveau, notre fonctionnement cérébral, il est impliqué dans pas mal de domaines. Ces domaines, ils sont intéressants à identifier et à connaître, puisqu'on va y revenir tout à l'heure avec les troubles du neurodéveloppement. Comme on l'a dit, c'est rare qu'ils soient isolés, et du coup, d'avoir cette vue d'ensemble sur les fonctionnements associés au neurodéveloppement, eh bien, ça permet d'aller les identifier, d'aller les rechercher, des déficits potentiels ou des difficultés associées à ces domaines-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut citer comme domaine de manière assez synthétique? Mais déjà, le fonctionnement intellectuel, raisonnement, etc., c'est important parce que, évidemment, un trouble à ce niveau-là, on y reviendra, c'est un trouble qui va toucher un peu tous les domaines de compétences. C'est un déficit qui va être assez global et donc c'est important de le rechercher. Là où, par contre, ce n'est pas suffisant, pour ceux qui sont du côté professionnel, le fonctionnement intellectuel, on l'évalue avec le QI, quotient intellectuel, etc. Ça parle bien en général. Mais maintenant, ce qu'on essaie aussi beaucoup d'évaluer, qui nous intéresse d'autant plus, c'est le fonctionnement dit adaptatif, c'est-à-dire finalement comment on s'adapte à notre milieu en s'appuyant sur nos compétences intellectuelles et pas que intellectuelles, évidemment. Mais c'est en gros comment est-ce qu'on est capable d'être autonome, de fonctionner en société, de fonctionner dans notre autonomie au quotidien. Et ça, c'est vraiment fondamental puisque c'est tout ce qui va aussi déterminer à la fois la sévérité, mais aussi ce qu'on va proposer en termes d'accompagnement. La notion de communication, évidemment, ça passe par le neurodéveloppement, pas que, il y a aussi tout le côté moteur, articulatoire, etc. Mais la communication verbale, non verbale sont des enjeux neurodéveloppementaux.
sur lesquels il peut y avoir évidemment des atteintes, des déficits, et qui vont, quand il y a des déficits, évidemment, poser pas mal de soucis, que ce soit dans les apprentissages, dans la relation, dans les comportements, etc. On peut citer la motricité, qu'elle soit motricité globale, coordination, équilibre, motricité plutôt fine, tout ce qui est praxis, tout ce qui est graphisme, qui évidemment a un impact potentiellement significatif. Tout ce qui est intégration sensorielle, alors attention, je ne parle pas ici de déficience sensorielle, c'est cité, surdité, qui ne sera pas forcément neurodéveloppementale, mais plus la façon dont elle va percevoir et intégrer les différents sens, qu'il aille de l'audition, la vision, le toucher, etc., mais aussi les aspects plus proprioceptifs, donc la perception de notre corps dans l'espace, par exemple, ou vestibulaire. Tout ça, c'est des enjeux qui peuvent être perturbés ou qui peuvent être impliqués dans les enjeux neurodéveloppementaux. La régulation socio-émotionnelle, on n'y pense pas toujours systématiquement, mais elle est importante puisque pour ceux qui accompagnent des personnes avec troubles du neurodéveloppement, vous savez qu'il y a aussi beaucoup de problématiques comportementales associées, souvent de gestion des émotions, de régulation des émotions qui sont très fragiles, évidemment, dans des aspects sociaux aussi. Les fonctions plutôt attentionnelles et exécutives, donc la capacité à se concentrer, la capacité à s'organiser, la capacité à s'inhiber, tout ça sont évidemment des enjeux qui sont intégrés au neurodéveloppement. Les apprentissages qui en découlent, que ce soit la lecture, l'écriture, le calcul, ça va rentrer dans la problématique. Et on pourrait citer aussi la mémoire, qu'elle soit mémoire plutôt épisodique à long terme, mémoire plutôt à court terme, mémoire de travail. Tout ça, ce sont des enjeux, des domaines de compétences qui peuvent être influencés, impactés dans les enjeux neurodéveloppementaux et de troubles du neurodéveloppement en particulier. Donc si on a cette lecture, alors, je ne suis pas forcément exhaustif, mais j'ai essayé de l'être au maximum, si on a cette lecture assez globale des différents pôles de compétences potentiellement touchés, eh bien on peut aller les rechercher et potentiellement les accompagner, les rééduquer. Quels sont les diagnostics de troubles du neurodéveloppement? Parce que là, on parle de neurodéveloppement en général. Évidemment, on va vouloir parler de troubles du neurodéveloppement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis un petit schéma qui regroupe un petit peu l'ensemble de la problématique. Donc, vous voyez, on reprend les troubles du neurodéveloppement. Il faut savoir que comment on fait, entre guillemets, pour parler de troubles du neurodéveloppement? On s'appuie sur les classifications internationales, que ce soit le manuel de psychiatrie, le DSM-5, la dernière édition, bon, maintenant l'édition révisée, peu importe, ou la CIM-11, qui est la classification internationale des maladies. Donc ça, ce sont les deux classifications de référence qui vont parler, qui vont en tout cas classifier les différents troubles du neurodéveloppement. Donc on retrouve à peu près les mêmes troubles. Alors, il y a quelques toutes petites différences, ce n'est pas le principal. Globalement, on retrouve les mêmes dimensions dans ces deux classifications. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Le trouble du développement intellectuel, donc quand on a une altération du fonctionnement intellectuel et des capacités adaptatives, avec une sévérité, vous voyez, qui peut être très variable, et un retard global chez les enfants plus jeunes quand c'est un peu compliqué de poser le diagnostic. On a le trouble du spectre de l'autisme, qui peut être avec ou sans trouble du développement intellectuel, avec altération du langage ou pas. Là encore, des sévérités variables, et là, on va toucher de manière un peu plus spécifique la communication sociale et les comportements dans une certaine mesure. On peut avoir les troubles de la communication, langage, phonation, fluidité verbale, communication plutôt à visée sociale. Donc là, on sera plutôt sur les enjeux orthophoniques, langagiers, etc. Les troubles spécifiques des apprentissages, lecture, écriture, expression écrite, calcul, etc. Les troubles moteurs, dont les tics, pour ceux qui connaissent le syndrome de Gilles de la Tourette, qui en fait partie, mais aussi les dyspraxies, plus connues. Trouble développemental de la coordination aujourd'hui. Et enfin, plutôt le TDAH, pareil, qui est quand même bien connu, avec une prévalence estimée à environ 5%, où là, c'est un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc, vous voyez, avec différentes formes, qu'elles soient les deux associées, qu'elles soient plutôt inattentives, plutôt hyperactives, impulsives. Donc, on retrouve tous ces éléments-là. Et puis, autre TND, c'est pour les classifications quand on a du mal à mettre ailleurs, entre guillemets. C'est important d'avoir identifié ça, puisque finalement, ces troubles, on va poser donc un diagnostic quand on a une atteinte plus ou moins spécifique de la dimension concernée, en se référant un petit peu au schéma que je vous ai mis précédemment, avec une petite particularité peut-être pour les troubles du développement intellectuel qui en général entraînent, comme je l'ai dit, un déficit plus global, même si on peut avoir des altérations encore plus marquées dans certains domaines, et à ce moment-là, on va chercher à les identifier. Quand on essaye de poser un diagnostic de trouble du neurodéveloppement, quand on questionne un trouble du neurodéveloppement, il y a plusieurs petites choses dont on doit s'assurer. Globalement, on essaie de s'assurer déjà que les difficultés qu'on met en avant ne sont pas mieux expliquées par une autre cause, en particulier une cause sensorielle, par exemple une cécité, une surdité ou un trouble neurologique, une paralysie cérébrale, ce genre de choses. Et on s'assure aussi qu'on ne soit pas face à un simple retard, ça j'y reviendrai un petit peu, mais vu qu'on est sur des enjeux développementaux, des processus développementaux, eh bien évidemment,
tous les enfants ne se développent pas au même rythme, et puis en fonction des circonstances, on peut avoir certains retards dans certains domaines. Et bien pour poser un diagnostic de trouble, on s'assure que finalement on ne soit pas face à un simple retard, mais que les difficultés soient significatives et persistantes. Et c'est ce deuxième petit paragraphe-là, alors je m'excuse, l'iconographie n'est pas terrible, mais j'avais pas mieux. Pour poser un diagnostic de trouble neurodéveloppemental, il faut quand même qu'on ait une dimension d'impact fonctionnel, une forme de handicap si vous voulez, c'est-à-dire que ça génère un trouble, ça génère une difficulté. Elle peut être vraiment visible dans le sens, par exemple, sur les apprentissages, choses comme ça. Ça peut être moins marqué sur des fonctionnements, des comportements plus internalisés, anxio-dépressifs, par exemple, sur le versant psychologique. Mais en tout cas, ça génère des difficultés. Il y a une dimension de durabilité, hein, c'est-à-dire qu'un trouble du neurodéveloppement, c'est un trouble qui est durable. On l'a dit, c'est pas un simple retard, entre guillemets, qui peut se rattraper. On est sur quelque chose qui va être durable. Et on y reviendra un tout petit peu après, mais qui ne va pas disparaître du jour au lendemain à l'âge adulte, évidemment. Et on est sur un trouble développemental, donc on regarde toujours une histoire développementale. On est sur quelque chose avec des prémices, avec des signes qui apparaissent dans l'enfance, voire dans la petite enfance. Donc ça, c'est vraiment des signes un peu généraux, mais qu'il faut avoir en tête puisqu'on va les rechercher à peu près à chaque fois. Pour une autre façon de schématiser toute cette problématique, pour aller un petit peu plus loin, l'idée de se dire que finalement, on part de signes cliniques et de symptômes, un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire en médecine, pour aller poser notre diagnostic dit catégoriel, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur nos classifications, hein, DSM-5, CIM-11, pour aller poser notre diagnostic catégoriel de TND. Donc, est-ce qu'on est face à un trouble du développement intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble des apprentissages, etc. En pratique, c'est un peu plus complexe que ça, puisque nos signes cliniques et nos symptômes, ils s'appuient sur des fonctionnements, des processus, des apprentissages sous-jacents. Je vais donner un exemple, je sais pas, sur l'aspect trouble relationnel de l'autisme, ça va s'appuyer sur des troubles de la cognition sociale, par exemple. Donc ça, le processus, ce sera la cognition sociale, et notre signe, finalement, ce sera le trouble relationnel. Donc c'est important d'aller identifier ces processus et ces fonctions cognitives, et c'est ce qu'on va faire avec l'évaluation fonctionnelle aussi, puisque ça va permettre de mieux accompagner. Ces enjeux, ils sont sous-tendus par des facteurs génétiques et environnementaux. Je vous ai dit qu'ils peuvent aller d'une cause pour certains troubles, dont le trouble du développement intellectuel en particulier, d'une cause plutôt monogénique, on a bien identifié une anomalie génétique qui va causer le trouble, à des causes beaucoup plus polygéniques et multifactorielles. On n'aura pas forcément une cause bien identifiée, mais plus une association de facteurs qui sont des risques de développer un TND. Les facteurs environnementaux, on est aussi sur des facteurs souvent très précoces, hein, que ça aille de l'exposition à l'alcool pendant la grossesse, à des souffrances au moment de la naissance néonatale en termes d'hypoxie cérébrale, ce genre de choses qui vont entraîner, qui sont des facteurs de risque importants de troubles du neurodéveloppement. Alors évidemment, il y a eu toute la discussion sur l'implication des vaccins, de la relation avec la mère et des écrans dans les troubles du neurodéveloppement. J'en cite que quelques-uns, vous pouvez en trouver d'autres. Bon, évidemment, on est assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de causalité associée à ces éléments-là. Une autre chose importante dans nos troubles du neurodéveloppement, je vous l'ai dit, ils sont rarement isolés, nos troubles du neurodéveloppement, donc on identifie toujours les troubles associés, qui soient neurodéveloppementaux, mais aussi les troubles plus physiques, par exemple, je ne sais pas, les troubles gastro-intestinaux, une épilepsie, les troubles du sommeil, mais aussi psychiatriques, que ce soit les troubles anxio-dépressifs en particulier, qui sont quand même très fréquemment associés aux troubles neurodéveloppementaux. Et l'association de tout ça, ça va créer notre impact fonctionnel et donc, dans une certaine mesure, notre sévérité. D'accord ? Et ça, c'est vraiment fondamental puisque aujourd'hui, on est sur des classifications, sur des catégories diagnostiques très larges de l'ordre du spectre, troubles du spectre de l'autisme, etc. Et donc, on a besoin d'avoir une idée de notre impact, de notre sévérité pour identifier au mieux l'accompagnement. Cet impact, il peut être variable selon le milieu, il peut être très personnel, j'ai cité par exemple les répercussions anxio-dépressives, il peut être familial, avec des gros troubles du comportement à la maison, les troubles du sommeil qui fatiguent tout le monde, la fratrie qui est éclatée, et puis il peut être évidemment scolaire et ou professionnel pour les adultes, avec nécessité d'aménagement, d'accompagnement humain, etc. etc. Et c'est possible, c'est tout à fait même normal, j'ai envie de dire, que cet impact ne soit pas tout à fait le même en termes de sévérité selon le milieu, selon ce qu'on considère, et il ne faut pas non plus faire culpabiliser entre guillemets les familles par rapport à ça. C'est assez fréquent que par exemple les comportements soient plus compliqués à gérer à la maison qu'à l'école en particulier. Comment, lorsqu'on est donc dans notre processus neurodéveloppemental, qu'on a identifié un petit peu ces enjeux-là, comment est-ce qu'on va poser le diagnostic? Il y a plusieurs dimensions à ce diagnostic de TND.
Et c'est toutes des dimensions qui sont importantes. Première dimension, je l'ai rappelé, diagnostic dit positif, c'est quoi? C'est en fait déterminer si on est sur un simple retard ou un trouble. On va poser le diagnostic quand on est face à un trouble. Et ça implique souvent, surtout chez les enfants plus jeunes, de voir comment ils vont évoluer. D'accord? On met en place des interventions, on met en place des accompagnements et on voit comment les choses évoluent. Deuxième dimension du diagnostic qui est assez fondamentale aussi, c'est le diagnostic dit catégoriel. Donc là, on a posé un diagnostic de trouble, quels sont les domaines touchés, les domaines de compétences touchés, et de manière plus ou moins spécifique, qui vont nous permettre de dire c'est un TSA, c'est un TDI, c'est un trouble d'apprentissage, etc. Donc là, ce sont nos critères des CM5 Simmons. On pourrait compléter il faut compléter avec le diagnostic qu'on appellera plus fonctionnel, où là on est plus sur l'idée de l'évaluation fonctionnelle, de la sévérité, des points forts, des points faibles, et c'est assez fondamental parce que j'ai essayé de le représenter avec ce schéma initial. Le neurodéveloppement, dans tous les troubles, il y a quand même une forme de continuum dans une certaine mesure et parfois c'est assez difficile d'identifier un trouble versus un autre. Alors des fois c'est une association de troubles, des fois c'est bien deux troubles bien différenciés, mais l'idée de s'appuyer sur ce diagnostic fonctionnel, cette évaluation fonctionnelle, va nous permettre aussi, quel que soit le diagnostic catégoriel, d'accompagner au mieux en fonction des difficultés de l'enfant et en s'appuyant sur ses points forts aussi. Enfant ou adulte, je généralise. Quand on pose un diagnostic de TND, je l'ai déjà rappelé, on va toujours chercher les troubles associés, puis c'est la règle plus que l'exception. Donc on va chercher les troubles associés au niveau neurodéveloppemental, au niveau psychopathologique, au niveau somatique. Voilà, des troubles qui peuvent poser des difficultés complémentaires et qui vont aggraver potentiellement l'expression. Et enfin, selon la situation et le trouble, on peut aller jusqu'au diagnostic étiologique. Là, c'est l'idée d'aller chercher la cause, entre guillemets, de ce qui se passe, de pourquoi il y a un trouble du neurodéveloppement. Les pistes principales seront au niveau génétique, neuropédiatrique et métabolique, principalement sur point d'appel, comme on l'a dit, à part pour le trouble du développement intellectuel où on a facilement une cause génétique. Sinon, on va aussi regarder, évidemment, quels sont les antécédents, est-ce qu'il y a d'autres signes neurologiques, etc., etc. Ok, mais c'est globalement le processus qu'on va pouvoir proposer. Bien entendu, un diagnostic de trouble du neurodéveloppement, il ne se fait pas à l'improviste. Il s'appuie sur pas mal d'éléments, parmi lesquels les évaluations standardisées, par exemple un test de QI, une ADOS pour l'autisme, ce genre de choses, qui sont des évaluations standardisées parce qu'elles sont finalement étalonnées sur une population et elles nous permettent de comparer les résultats qu'on obtient avec d'autres enfants, d'autres adolescents ou adultes en population générale et donc de voir s'il y a un déficit, une altération par rapport à la population. Les questionnaires et recueils d'observation qui sont assez fondamentaux. Pourquoi? Parce que finalement, on n'est pas, on n'est pas, nous, à un instant T, représentatif du fonctionnement de l'enfant ou de la personne dans son quotidien et en général. Donc, c'est indispensable de recueillir aussi les observations de la famille, de l'école, de l'environnement en tout cas, sur comment il fonctionne au quotidien. Au niveau consultation, on va dire, on s'appuie évidemment sur une anamnèse dont l'histoire développementale, j'ai dit trouble développemental, donc même quand on va voir un adulte, on va questionner l'histoire développementale quand on suspecte un TND, et on regarde l'observation clinique, c'est-à-dire comment il fonctionne, comment la personne fonctionne en face de nous au cours des évaluations, etc. La notion de réévaluation qui est importante, je vous l'ai dit, différencier un retard d'un trouble, donc on essaye de s'assurer que le rattrapage finalement ne corresponde pas à un simple retard et qu'on soit bien face à un trouble. Et enfin, on peut être amené à proposer des examens dits complémentaires en médecine, par exemple de l'imagerie, de la biologie, ce genre de choses, mais uniquement sur point d'appel. C'est-à-dire que on ne fait pas à toutes les personnes qui ont un TND et chez qui on diagnostique un TND, on ne va pas à tout le monde faire une imagerie cérébrale ou faire une prise de sang, etc. Ça n'aura que peu d'intérêt, sauf cas, par exemple, de la génétique dans le cadre de troubles du développement intellectuel, qui est là quand même très intéressant. De façon plus pratico-pratique, je vais reprendre le schéma de l'HAS pour le parcours diagnostique. Comment est-ce qu'on va jusqu'au diagnostic ? HAS a essayé de le résumer comme ça pour les petits et les 0-7 ans, mais c'est des idées qu'on peut reprendre de manière plus générale. On va essayer d'avoir une consultation de repérage, c'est-à-dire on a des signes d'alerte, on va essayer de les objectiver, ces signes d'alerte. Vous savez que maintenant, par exemple, il y a un questionnaire dédié à ça, que vous pouvez trouver en ligne, qui est rempli par le médecin traitant ou le pédiatre, et qui va être ensuite orienté vers la plateforme. Alors plateforme, c'est pour plateforme de la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation, qui va déterminer s'il faut aller plus loin et du coup les interventions précoces qui vont pouvoir être mises en place avant même un diagnostic. On met en place des interventions
Et on va essayer d'organiser assez rapidement des évaluations à visée diagnostique et consultations spécialisées, ce qui vont potentiellement nous permettre de garder ou de conserver un diagnostic de TND ou au contraire de l'écarter. Et dans tous les cas, on continuera de surveiller. Hein, il y a cet enjeu fondamental avec tout ça de se dire, on met en place les choses avant même le diagnostic. Le diagnostic qui peut être plus ou moins long, on a dit des fois il faut réévaluer pour s'assurer qu'on ne soit pas face à un retard, etc. Donc même quand on n'a pas de diagnostic, on accompagne et on intervient. Alors, évidemment, c'est un petit peu différent quand on est chez les plus grands. Maintenant, les PCO vont être amenés à se développer jusqu'à 13 ans. Donc, voilà, ce schéma-là, il sera peut-être valable jusqu'aux 13 ans globalement. Une PCO, je vous rappelle, c'est par département. Donc, clairement, il y a une PCO par département. Et puis après, pour les adolescents et les adultes, c'est un petit peu plus complexe, on y reviendra, mais ça demande de s'appuyer sur les structures type CMP, le libéral, etc. Juste pour vous représenter aussi le parcours diagnostique en termes de lignes, parce que c'est un terme qu'on va souvent employer. Vous avez la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Nous, au niveau des centres de référence du CHU, on est donc en troisième ligne, on est en consultation d'expertise. Première ligne, on sera sur les consultations de repérage, de dépistage, au niveau médical en particulier. La deuxième ligne, on est déjà sur des consultations dites spécialisées. Et globalement, donc le trajet, c'est première ligne, on repère. On va ensuite en deuxième ligne pour poser le diagnostic. Et si le diagnostic ne peut pas être posé en deuxième ligne parce que trop complexe, situation complexe, diagnostic complexe, etc., on arrive en troisième ligne pour essayer d'établir les choses. Et vous voyez le rôle de la plateforme de coordination et d'orientation dans cette interaction entre première et deuxième ligne. Quel accompagnement par rapport à tout ça ? Alors là, pareil, je vous ai remis le petit schéma de l'HAS qui reprend, on va dire, les types d'interventions recommandées chez l'enfant en fonction de la problématique identifiée. Donc globalement, c'est les rééducations paramédicales, psychologiques qui vont correspondre aux problématiques. Donc vous voyez, si on est sur un trouble plutôt moteur, on va aller vers de la kiné, de l'ergo, de la psychomote. L'oralité, on sera plutôt de l'orthophoniste, kiné, psychomote, etc. Donc voilà, on va vraiment essayer de cibler, en fonction de notre atteinte fonctionnelle, le type d'accompagnement à proposer. Ça, c'est valable, évidemment, quand on regarde les titres individuels pour l'enfant. Bon, ça pourrait être valable pour l'adolescent et l'adulte avec peut-être d'autres types d'accompagnement, mais c'est l'idée de base. On regarde notre profil, on regarde nos difficultés, on accompagne en fonction. D'autres points qui sont importants quand on regarde au niveau individuel, déjà pouvoir s'appuyer sur l'autodétermination. Ça, c'est quand même un enjeu assez fort des différentes stratégies et qui est valable, qui a été développé dans le cadre du trouble du développement intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on a un trouble du développement intellectuel qu'on ne peut pas participer à notre prise en charge et à déterminer nos souhaits. Mais c'est valable aussi même chez l'enfant et l'adolescent, pouvoir s'appuyer sur leur motivation, c'est quand même assez fondamental pour les prises en charge. Et de vouloir trop généraliser parce qu'il y a tel trouble, on fait ça et puis c'est comme ça ne fonctionne pas toujours. Donc les rééducations, les prises en charge, on les a citées, entre autres, il peut y en avoir d'autres évidemment, il peut y avoir côté psychologique, remédiation cognitive, côté orthophonique, etc. La notion de psychoéducation et d'ETP, elle est assez fondamentale aussi, elle est de plus en plus développée dans ces enjeux-là. L'idée d'impliquer évidemment la personne dans son suivi, qu'il comprenne mieux ce qu'il en est de son trouble, de pourquoi il fonctionne comme ça, de comment il fonctionne, de se fixer des objectifs aussi par rapport à son trouble, par rapport à son quotidien, et qu'on puisse l'aider à atteindre ses objectifs. Et donc ça, les programmes d'ETP, c'est des choses aussi qui se développent quand même au niveau des différents services du CHU, dans les centres de référence, mais qui peuvent aussi potentiellement être amenés à se développer dans d'autres lieux de prise en charge. J'ai rajouté aussi l'activité physique adaptée, qui est quand même quelque chose qui, pareil, se développe très bien et qui peut être très intéressant dans les TND, puisque dans les TND, on l'a dit, des difficultés qui sont quand même significatives dans différents domaines, qui potentiellement amènent à des difficultés relationnelles, amènent à des problèmes d'estime de soi, de dévalorisation, etc., amènent à une sédentarité, donc des complications physiques derrière. Et donc tout ça, ça peut être travaillé aussi avec une activité physique adaptée, donc c'est important de pouvoir le proposer. Je vais mettre 3 petits points, je ne suis pas forcément exhaustif. Quand on regarde l'accompagnement, on regarde aussi l'accompagnement autour de la famille, de l'entourage familial. Qu'est-ce qui peut être proposé à ce niveau-là? La guidance parentale, c'est fondamental aussi, on l'a vu. C'est quelque chose de pouvoir accompagner les parents ou l'entourage, en tout cas dans la compréhension des troubles, dans quelles stratégies ils peuvent mettre en place au quotidien pour améliorer les troubles, pour réduire l'impact fonctionnel, etc. Ça fonctionne très bien. Donc psychoéducation ETP, c'est valide aussi pour l'entourage, des formations dédiées. Pensez aux fratries, on les oublie souvent.
Pour autant, ils sont quand même souvent très impliqués et très impactés par un trouble du neurodéveloppement dans l'âge de la famille. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un côté héréditaire et en tout cas une héritabilité importante dans les TND et que souvent, en plus, quand il y a un enfant de la fratrie qui est touché par un TND, c'est très fréquent qu'il y ait un autre enfant de la fratrie qui soit touché aussi. La place fondamentale des associations, associations de famille, associations d'usagers, associations d'aidants, voilà, qui est quand même pareil de plus en plus reconnue et qui permet aussi d'avoir à la fois peut-être d'avoir un soutien et puis de pouvoir échanger avec des personnes qui rencontrent des situations similaires, mais qui peuvent permettre aussi, de par leur expertise, participer justement à des recommandations, à des outils, à des choses qu'on peut mettre en place au quotidien dans l'accompagnement. Et puis enfin, toujours en termes d'accompagnement, on ne regarde pas que l'enfant et sa famille, on regarde aussi évidemment le milieu. Et le milieu, ça va être aménagé au niveau de l'école, au niveau de la profession, que ce soit scolarité adaptée ou pas, hein, mais en tout cas, AESH, aménagement scolaire classique, RQTH éventuellement pour les clubs plus grands. Je ne suis pas forcément exhaustif. En tout cas, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'accompagnement, il est global et on ne faut pas oublier un de ces dispositifs, il ne faut pas oublier un de ces pôles au profit des autres. Donc, quand on accompagne un enfant, on accompagne la famille, on accompagne aussi au niveau scolaire et c'est valable pour l'adulte aussi. La question du traitement qui revient souvent. Pourquoi des médicaments? Est-ce qu'on met des médicaments? Il faut savoir que dans les TND, on a un seul diagnostic, un seul diagnostic où on a un traitement spécifique, c'est TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, les tics, potentiellement, on peut mettre des choses aussi. Après, ça arrive qu'on traite les troubles associés, donc une dépression, une épilepsie, ce genre de choses. Voilà, là, on va pouvoir les traiter aussi. Et enfin, l'adulte, parce que là, évidemment, on parle beaucoup d'enfants, mais savoir que la problématique, elle ne disparaît pas à l'âge adulte. Que malheureusement chez l'adulte c'est souvent plus complexe, parce que c'est des formes qui sont passées à travers tout au long de l'enfance et de l'adolescence, donc c'est souvent plus complexe de poser le diagnostic, avec des adultes qui sont non diagnostiqués en établissement, donc en institution et en population générale, et des professionnels qui sont souvent peu formés. Et il faut savoir qu'un diagnostic de TND non traité, non reconnu, non identifié, donc non accompagné, c'est en général une évolution vers un trouble psychiatrique à l'âge adulte, donc en général plutôt anxio-dépressif. Ça ne veut pas dire que le TND disparaît, ça veut dire qu'il est en sous-bassement d'un trouble psychiatrique qui est apparu par la suite. Et un accompagnement qui doit s'appuyer sur l'autodétermination tout en restant global. Et pour finir, et qui me permettra de conclure avec la diapo suivante, l'idée que, un TND mal identifié, mal accompagné, c'est quand même des carences d'accès aux soins, que ce soit pour l'enfant, mais en particulier chez l'adulte aussi, puisqu'on va avoir des problèmes de dyscommunication et de dyscompliance, et donc des services qui vont être très vite en difficulté pour accueillir ces personnes. Et donc, voilà, vraiment une perte de chance après sur la durée. Et donc, pour conclure, je vous présente très simplement un des projets portés par la Fédération TND du CHU. Donc, on a appelé Some Access, qui est un projet dans l'idée de faciliter l'accès aux soins des personnes avec TND sévères, donc dyscommunicantes et ou dyscompliantes, donc qui ne peuvent pas communiquer, ou qui communiquent mal, et ou qui ont du mal à adhérer aux soins. Donc, par exemple, qui ont des troubles du comportement, de l'agressivité quand on leur propose du soin. Ce projet, il s'appuie sur plusieurs axes. Un premier axe qui est plutôt autour, finalement, de réaménager l'environnement existant, donc en formant les professionnels, en proposant des aménagements visuels, etc., dans les services, en travaillant avec l'unité de simulation aux soins pour former les personnes et habituer aux soins. Une étape qui est en cours, qui est portée aussi avec l'aide de l'ARS et du CHU, de développer une équipe de coordination qui va permettre d'accompagner les personnes dans les services et d'étayer les équipes dans la prise en charge somatique. Et puis, peut-être à terme, on l'espère, un service plus dédié, plus spécifique, qui permette d'accueillir et de réaliser les consultations complexes avant d'orienter pour les services quand il y en a besoin. Donc voilà un petit peu pour résumer la problématique. J'ai peut-être juste oublié de rappeler qu'au niveau de la fédération, pour ceux que ça intéresse ou qui en ont besoin, nous animons aussi une réunion de concertation pluridisciplinaire toutes les 6 semaines environ pour les cas les plus complexes, donc en particulier au niveau des PCE ou des CMP, etc. Si vous avez des cas transversaux et très complexes, il ne faut pas hésiter à nous solliciter au niveau du CHU et à venir nous les présenter pour qu'on en échange. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire maintenant, et donc on est disponible pour répondre aux questions qui ont déjà commencé à apparaître dans le chat.
Non, j'enchaîne. Je fais les questions. Alors, je vois juste tableau sur différents types d'accompagnement, qualité de résolution à améliorer si possible, c'est petit et pas net. Oui, je ne me suis pas pris la tête à vous la mettre en version très grande parce qu'en fait, vous le trouvez directement, c'est tiré des recommandations de l'HAS. Hein, c'est littéralement dans le document que je vous ai cité en première intention, qui date de 2020. Vous pouvez le trouver texto, j'ai rien inventé du tout, hein, je l'ai copié-collé. Alors, la première question, c'est celle-là. Est-ce que le cerveau est plastique à vie? Alors, la plasticité, elle a quand même tendance à diminuer avec l'âge. Hein, elle est particulièrement plastique, évidemment, autour de la naissance, dans la période qui suit les premières années de vie. Globalement, passé 25 ans, on est quand même, il y a une plasticité qui persiste, mais on rattrapera beaucoup moins en termes de rééducation et donc on s'appuiera moins sur cette plasticité cérébrale pour développer les compétences. Et on sera plus sur de l'aménagement, de l'étayage de l'environnement pour compenser les difficultés plus que de les rééduquer. Pouvez-vous me dire qui pose le diagnostic fonctionnel? Le diagnostic fonctionnel, il est multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour évaluer toutes les compétences que j'ai citées dans le neurodéveloppement et au niveau psychologique potentiellement. Donc, on va s'appuyer sur l'orthophoniste, on va s'appuyer sur la neuropsychologue, sur le psychologue, on va s'appuyer sur l'ergo, la psychomote, etc., selon le domaine qu'on souhaite évaluer. Voilà, c'est pas vraiment, on pose pas un diagnostic fonctionnel, c'est juste qu'on va regarder qu'est-ce que donnent les différentes évaluations et des fois, alors, il y a peut-être à différencier de ce qu'on peut voir en génétique, c'est-à-dire qu'en génétique, on sera sur le diagnostic étiologique et le diagnostic fonctionnel sera la notion du diagnostic catégoriel finalement. Là, quand je parle d'évaluation et de diagnostic fonctionnel, je parle plus des différents domaines de compétences, des points forts, des points faibles, etc. Quand le diagnostic a été posé il y a quelques temps, est-il possible de repasser dans le circuit diagnostic pour profiter des avancées d'évaluation et de recommandations thérapeutiques? Oui, bah, tout à fait, vous pouvez questionner une structure de diagnostic ou de suivi. En particulier, voilà, par exemple, sur le plan génétique, on peut avoir des évolutions. Et puis, sur le plan, effectivement, des nouveaux apprentissages, des nouvelles rééducations, c'est tout à fait possible qu'il y ait des choses qui soient mises à jour. Donc, il ne faut pas hésiter. Disposez-vous de séances d'ETP et d'APA à Dijon? Si oui, comment y accéder et s'inscrire? Merci. Alors, ça dépend des troubles. On le développe, l'ETP, on le développe dans les différents centres. Donc, il est déjà bien développé en génétique, dans certains syndromes génétiques bien spécifiques. Il est en cours de développement côté CRTLA pour les troubles spécifiques, pour le TDAH plutôt. Et au CRA, on est en réflexion, mais pour l'instant, on n'a pas encore pu le mettre en place. Donc, voilà un petit peu où on en est. Et l'APA à Dijon, on a un enseignant APA qui propose des évaluations dans le cadre du service de génétique. C'est plutôt côté service génétique et centre de référence maladies rares. Il n'y en a pas CRTLA et CRA. Par contre, il ne fait pas de séance de rééducation ou d'accompagnement. Voilà, c'est plus de l'évaluation. Comment? Il réoriente. Voilà, il va orienter vers les structures adaptées ou vers les professionnels adaptés. Donc voilà, c'est plus dans le cadre de problématiques génétiques. Après, si jamais vous avez une question de vers quelle structure aller, etc., on a aussi quand même des flyers qui permettent d'orienter un petit peu mieux vers l'activité physique adaptée, donc il ne faut pas hésiter. Un diagnostic de TDI exclut-il nécessairement celui de troubles spécifiques des apprentissages, exemple cas TDI complexe avec profil hétérogène mais certaines capacités préservées? Est-ce que Audrey, tu veux répondre en particulier ou Un diagnostic de TDI exclut-il nécessairement celui de troubles spécifiques des apprentissages, exemple cas TDI complexe avec profil hétérogène mais certaines capacités préservées? Est-ce que tu veux répondre? Je laisse la place à ma collègue. À partir du moment où il y a un diagnostic de trouble du développement intellectuel, c'est celui-là qui va prédominer en fait et impacter tout le reste. Mais on est toujours dans la réflexion de l'association de symptômes et qui s'intègre dans le cadre du trouble neurodéveloppemental global. Mais c'est vrai que quand il y a un trouble du développement intellectuel, c'est vraiment celui-là qui prédomine. On peut évaluer chaque fonction ensuite séparément, mais le diagnostic principal restera celui du trouble du développement intellectuel, avec impact plus ou moins important sur les autres domaines. Est-ce que je peux répondre? Alors, comment se fait-il que les connaissances scientifiques prennent compte des TND et les difficultés liées en termes fonctionnels et que la MDPH ne parvient toujours pas à identifier ces troubles comme des handicaps? Alors ça, c'est très MDPH dépendant. On travaille régulièrement avec les DPH sur ces notions-là. Il y a déjà eu beaucoup d'avancées, c'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus de MDPH qui peuvent s'appuyer justement sur des diagnostics fonctionnels avec des suspicions de diagnostics catégoriels. Donc, il y a des grosses évolutions par rapport à ça. Mais après, voilà, ça reste contraignant pour eux aussi parce qu'ils ont évidemment des critères bien spécifiques à remplir. Donc, voilà, c'est un juste milieu à trouver. Et encore une fois, l'intérêt
d'être le plus précis possible sur notre évaluation fonctionnelle va permettre aussi au MDPH de proposer des choses adaptées, puisque derrière, ils verront bien quels sont les impacts directs au quotidien. C'est ça qu'ils recherchent au niveau de la MDPH. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer, qu'on va réfléchir. Alors, ça, je laisserai la main tout à l'heure peut-être à Sandrine. Comment accompagner les enfants face à leurs troubles avoir plein de spécialistes et on leur envoie l'image de l'existence de leurs troubles et sachant que ce sont des enfants sujets à comorbidité telle que dépression, mon fils se démobilise face à son TDAH ou se cache face à son TDAH. C'est ce que je vous disais aussi, tout l'intérêt à la fois de psychoéducation et de s'appuyer sur les motivations personnelles. On n'est pas là juste pour parler de déficit, de troubles. On parle aussi, il y a aussi toujours des points forts à identifier, il y a des motivations à identifier et quand on comprend mieux, quand on explique mieux les choses, ça permet aussi de déculpabiliser et voilà, de pouvoir plus facilement se projeter dans son quotidien et de regagner en estime de soi. Donc ça, il ne faut pas, voilà, encore une fois, parler juste en termes de troubles, il faut regarder dans la globalité et accompagner avec la motivation personnelle. À l'âge adulte en établissement, quels sont les recours ou possibilités à disposition des équipes pour réaliser les diagnostics et envisager un accompagnement? Alors là, excellente question. C'est pas si simple, évidemment. Alors, on a des équipes mobiles. Maintenant, il y a la stratégie nationale essaye de renforcer justement cet accès au diagnostic en établissement. Donc, il y a de plus en plus d'équipes mobiles qui peuvent aider, les centres experts qui peuvent aider. Et puis après, c'est s'appuyer sur les équipes d'accompagnement de l'établissement, évidemment. Mais il ne faut pas hésiter à référer derrière en centre expert quand on a une suspicion et que c'est difficile à établir. Il y a je vous dis, toute la mesure de dépistage des situations en établissement. Et puis potentiellement voilà, complété par un médecin extérieur, etc., quand il y en a besoin. Mais ça reste une question très complexe pour laquelle on n'a pas réponse pour tout le monde, mais l'objectif de la stratégie, c'est d'essayer d'y parvenir. Quels sont les autres séminaires? Alors, sur les autres séminaires sur le TND prévus, je laisserai la place à la fin à mes collègues pour les présenter. Qu'entendez-vous par psychoéducation et quel professionnel est concerné? C'est tout le monde. Psychoéducation, c'est l'idée d'éduquer sur le trouble, en fait, hein, globalement, d'éduquer sur le trouble, sur la compréhension du trouble, des difficultés, du fonctionnement. Donc, c'est vraiment permettre aussi à la personne d'être partie prenante dans sa rééducation, parce qu'elle en comprend les enjeux. Et puis, c'est de pouvoir, je vous dis, éduquer même la personne et ou les accompagnants et les accompagnants, c'est encore mieux. Et ça concerne du coup tous les professionnels impliqués dans la rééducation, dans l'accompagnement du trouble. Je suis très intéressé spécifiquement par la remédiation cognitive pour mon fils. Concrètement, je rentre en contact avec Génopsy pour prendre rendez-vous. Alors, ça dépend de la problématique. Génopsy, on intervient dans le cadre de troubles du comportement d'origine génétique. Donc, la remédiation cognitive a une indication bien précise dans ce cadre-là. On ne peut pas proposer de la remédiation à tout le monde. On aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Donc, voilà, il faut vraiment rentrer dans les critères. Si c'est une demande et qu'il y a un critère, en tout cas, vous pouvez quand même solliciter le service. On saura vous dire si c'est possible d'envisager une rééducation à ce niveau-là ou pas. En sachant que, sauf erreur de ma part, on a quand même déjà des listes d'attente significatives. Donc, il ne faut pas être pressé pour débuter la remédiation à Génopsy. Donc, remédiation cognitive en pratique, c'est quand même souvent proposé par les neuropsy. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder aussi autour de chez vous. C'est plutôt en libéral ce qui va exister. Bon, évidemment, ce n'est pas remboursé par la Sécu, donc il faut l'avoir en tête, mais c'est une possibilité de se renseigner. Voilà, et puis, à moins qu'il y ait d'autres questions, je pense avoir fait le tour un peu rapidement, je m'en excuse. S'il y a d'autres questions, on va dire cliniques ou en lien avec les TND, n'hésitez pas à nous les transmettre. Et puis, je vais laisser la parole à mes collègues pour vous expliquer, ou pour vous présenter le futur programme de la fédération. Alors, je reprends la main. Donc, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, le prochain webinaire aura lieu le 25 juin 2024 sur TSA. De quoi parle-t-on? On va rentrer plus spécifiquement côté TSA. Et je n'ai pas noté la date, mais on aura aussi un prochain webinaire en novembre et ça sera animé par le CRTLA. Donc, de toute façon, on communiquera à nouveau largement sur l'existence de ces webinaires. L'idée, c'est d'en faire 3 par an. Donc, c'est le premier aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a la question, quels sont les délais d'attente de chaque structure? Entre 1 an et 1 an et demi en moyenne. Alors, la réponse est entre 1 an et 1 an et demi en moyenne. En moyenne sur chacune des structures.
quels sont... Non. Eh ben, merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. On a déjà dépassé le temps. On se retrouve au mois de juin pour le prochain séminaire. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Une fois qu'on a arrêté l'enregistrement.